Salut les CM, bienvenue sur DB Time, sur vidéo sur Dragon Ball. On se retrouve aujourd'hui pour parler du combat de l'ancienne génération contre la nouvelle génération. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Jingle. Vous allez savoir. Bon, on va parler de cet épisode pendant que je replace le micro parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas centré. Parlons peu, parlons bien. Parlons bien. Alors il y a un combat. Déjà, Caulifla est venu défier Goku, elle se transforme en Super Saiyan 2. Les deux s'affrontent, mais Goku n'a plus assez d'énergie du fait de son combat contre Jiren. Donc son énergie revient petit à petit au cours du combat. Et au début, il démarre sous sa forme normale. Ouais. Voilà, il lutte contre Caulifla. Mais grâce à ses prouesses d'expert en arts martiaux comme le note Whis, il arrive à parer les coups de Caulifla malgré le fait qu'elle soit en Super Saiyan 2. Ouais, exactement. Très rapidement, le combat avance. Ensuite, carrément, Goku se dit, faut que je me transforme en Super Saiyan 2 aussi. Voilà, histoire de faire un combat de fou. Se transforme. Et là, on a le droit à un combat Super Saiyan 2 contre Super Saiyan 2. Et quel combat! Quel combat! Alors, la transformation Super Saiyan 2 survient juste avant l'Eye Catch, avant le milieu de l'épisode. Et à la reprise, c'est un truc de fou. C'est vraiment des échanges de coups super puissants. Et l'impact est tel que dans les gradins, t'as que Lilin qui se dit c'est ça les Super Saiyan 2 qui s'affrontent, alors que lui il connaît en plus les Super Saiyan 2. Bon, il a pas eu le combat à l'époque Goku contre Vegeta, à l'époque de l'arc Majin Buu, mais quand même, je veux dire, tu vois l'impact. Il y a Zarbuto et Kato Pesra qui sont éjectés par deux fois. C'est bon, il y en a marre maintenant. C'est ça, en figuration quoi. Et après, t'as Caulifla qui défie tout le temps Goku pour qu'il se transforme en Super Saiyan 3. Parce qu'en fait, le but de son défi à elle, enfin son défi, quand elle lui dit combat-moi, c'est pour que lui apprenne le Super Saiyan 3. Ouais, c'est ça. Sauf que lui ne veut pas, il lui fait comprendre qu'il n'a pas encore l'énergie nécessaire pour arriver à cette forme. Et je me dis aussi que quelque part, il joue un petit peu avec Caulifla pour s'amuser. C'est un peu Goku, tu vois. Il va pas lui délivrer le truc comme as, même s'il pouvait le faire. On le voit vraiment lorsqu'il se transforme ensuite en Super Saiyan 3 furtivement, après avoir dit à Kale, viens de battre aussi. Que vraiment, il n'a pas l'énergie pour se transformer longtemps en Super Saiyan 3. C'est une transfo qui consomme beaucoup d'énergie. Vous l'avez vu durant l'arc Majin Buu, il était mort, il avait une permission d'1 jour, et en se transformant en Super Saiyan 3 contre Majin Buu, justement, il a écoulé toute l'énergie qui lui restait et a précipité justement son retour dans l'autre monde. Là, c'est un peu pareil, il a pas assez d'énergie pour maintenir la forme. Voilà, donc le Super Saiyan 3 disparaît, et là on a une Caulifla plus motivée que jamais qui dit on va y arriver. Kale rejoint le combat elle aussi pour essayer avec sa sœur, entre guillemets, d'atteindre cette forme. C'est sa sœur de cœur, faut préciser, parce qu'il y en a qui pensent que c'est sa sœur. Sœur de cœur, voilà. Et donc, combat qui, du coup, démarre entre une Kale qui se transforme direct, Caulifla Super Saiyan 2, et un Goku, voilà, qui est prêt à tatane. Sachant que Kale est sous sa forme maîtrisée de Super Saiyan. Exactement. Voilà, elle avait sa forme de Berserker déchaînée, sous sa forme maîtrisée, elle contrôle tout à fait, mais elle voit qu'elle n'est pas de taille contre Goku, même avec Caulifla en Super Saiyan 2. Contre Goku en Super Saiyan 2, précisez quand même, qu'il les gère comme il veut. Et après Kale, elle relâche toute sa puissance et devient cette fameuse forme berserker qu'on connaît tous. Et l'épisode se termine alors qu'il ne reste que 22 minutes de tournoi encore. Voilà, donc il s'est passé qu'une minute. C'est vrai, c'était rapide. C'était super rapide. Alors, un ratio temps un peu bizarre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Alors là, on a résumé vite fait les combats pour vous situer, pour maintenant pouvoir vous parler des trucs plus précisément. Et on va passer aussi à la notation et aussi aux précisions par rapport aux paroles des dieux de la destruction, Whis, Kame Sennin et Krillin qui commentent ce combat, on va dire, et qui permet justement d'en apprendre davantage. On apprend par Kame Sennin qui pose la question lorsqu'il voit Goku combattre Caulifla. Justement, il arrive à esquiver tous ses mouvements alors qu'elle est vraiment à fond, elle essaie de combattre vraiment avec toute sa puissance, et il se demande si c'est pas justement la maîtrise des mouvements instinctifs, appelé l'Ultra Instinct, par les sous-titres anglais et par maintenant beaucoup de monde. Parce que on le précise, mais c'est une appellation un peu maladroite, c'est facile, mais littéralement, Migate no Gokui, c'est la maîtrise des mouvements instinctifs. L'Ultra Instinct, c'est un condensé que vous utilisez aujourd'hui, mais faites attention, ne prenez pas ça comme argent comptant, c'est pas le vrai terme. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais on veut que... Parce qu'on sait et on sent que ça se répand partout, comme comme du une feu. Tu sais, j'ai remarqué que quand les sous-titres anglais, parce que c'est Crunchyroll, les plateformes de streaming officielles qui diffusent le truc, donc c'est un mec qui travaille chez les plateformes, qui fait les sous-titres en anglais, donc c'est un anglais qui parle japonais, voilà, il reçoit les textes et il traduit, et parfois il y a des noms de personnages qui sont pas les bons noms. On a vu par exemple Armira qui était traduit Hermila, je crois, et sachant que ça vient du Harami Steak,
Harami, donc en verlan Armira, du coup, et non pas Hermila, parce que je vois pas le rapport. Il y a des erreurs comme ça qui se glissent dans la version du coup textuelle VOSTA, et après c'est repris par les fansubs, et après c'est repris par ceux qui regardent les fansubs, donc du coup ça se transmet comme une traînée de poudre. Donc faites attention au bon terme. Donc pour reprendre effectivement Kame Sennin qui souligne ça et qui dit est-ce que ça serait pas le Megate no Gokui, et t'as Whis qui répond il fait non, non je crois pas, Goku il peut pas faire des trucs ça, je me souviens bien et tout. Voilà. Donc ça nous permet de comprendre que ce Megate no Gokui ne reviendra pas comme ça, et très certainement pas aussi facilement. Ceux qui se disent mais si je suis sûr c'est ça, arrêtez, imaginez que c'est un peu le climax pour Goku d'avoir cette maîtrise. Là il la maîtrise pas totalement, vous pensez vraiment que ça va revenir comme ça dans un doute non, quand ça va revenir, vous allez vraiment le voir que ça va revenir. On le saura, et Jiren il va le savoir aussi. Il va le savoir aussi. Sa mâchoire va le savoir, je pense. Je pense aussi. Donc voilà, on a aussi une petite bataille de caractère entre Beerus et Champa qui est assez drôle. Champa, toujours la touche humoristique de l'épisode, avec ses changements de position à chaque fois. Fouillez, abattez Goku, non, en fait finalement non. Vados se souligne d'ailleurs très bien, il était un peu pas bipolaire, mais c'est à un moment donné, il fait c'est parce que je suis adaptable moi. Il m'adapte toute situation. Donc un humour bien placé aussi, j'ai trouvé. Effectivement, donc Fukushima qui nous a nourri d'un scénario plutôt intéressant en fait. Parce que là on est du coup arrivé sur la partie scénario, et c'est vrai que Fukushima on l'attendait pas aussi développé, à tel point que j'ai l'impression que c'est la ligne scénaristique de Toriyama pour le tournoi, pour le conflit entre guillemets entre Goku et Caulifla, parce que on a eu un combat Goku Caulifla dans l'épisode 100, mais c'était un épisode vraiment fan service avec Kale qui se transforme. J'ai l'impression qu'on n'aura pas totalement ça dans le manga, et que la ligne scénaristique de Toriyama veut faire de Caulifla une jeune génération qui défie Goku, l'ancienne génération entre guillemets, et ça va peut-être nous amener vers quelque chose d'intéressant pour la suite de Dragon Ball Super, mais on en parlera dans une vidéo vraiment dédiée. Là, en regardant cet épisode, je vais vous dire, j'ai vraiment eu l'impression de voir la future génération Dragon Ball, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, on aura peut-être plus Goku un héros principal, parce qu'il faut dire aussi que Dragon Ball avance et Dragon Ball Super se conclura peut-être dans les années à venir, et ensuite... Voilà, les seiyuu ne sont pas éternels non plus, notre Masako Nozawa national, non même pas national, international, vient d'avoir 81 ans, et j'espère qu'on l'aura le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que l'animé, à mon avis, comme on le connaît, se terminera quand on n'aura plus les seiyuu principaux de Dragon Ball, et peut-être que là on prépare déjà la nouvelle génération. J'ai eu cette impression beaucoup dans cet épisode. J'ai eu la même que toi, en voyant Goku entraîner Caulifla finalement, entre guillemets. Non, et c'est marrant que tu aies ressenti ça. On s'était pas du tout échangé les choses quand on a regardé l'épisode, et j'ai ressenti la même chose. Mais il y a beaucoup de choses à dire justement sur ce qu'on a ressenti, et on vous fera une vidéo spéciale, parce que sinon vous allez avoir une vidéo qui va durer 8 plombes, et c'est très bien de le différencier parce qu'il y aura plein de choses à dire. Donc ça on en avait parlé dimanche en fait, quand on était en convention. Et suivez bien la chaîne, et on va revenir sur... Pour revenir sur Fukushima, j'ai eu ce sentiment là que je viens de vous décrire justement, quand Caulifla affrontait Goku, ça m'a rappelé un peu Goku contre Oob. Exactement pareil, avec Caulifla qui s'adapte au cours du combat, alors que à la base elle est pas de taille, on le voit, elle est en Super Saiyan 2, mais elle c'est les combats de rue, trucs comme ça, alors que lui c'est un expert en arts martiaux vraiment affirmé. C'est un expert en arts martiaux vraiment affirmé, qui a eu des enseignements de Kame Sennin, qui a eu de Dieu, de Kaio, de Whis, etc. Et voilà, elle est pas de taille au début, mais au fur et à mesure du combat, elle parvient à s'adapter et à reprendre les coups qui lui sont donnés par Goku, et à justement maîtriser en fait, l'excitation du combat, un peu comme Goku, réveille en elle son potentiel, qui ne cesse d'évoluer au fil des combats, et c'est là où vous devez tous comprendre aujourd'hui, et c'est là où Fukushima a fait preuve de génie sur ça, c'est que ça nous j'ai un traducteur qui fait la langue des signes, de comprendre que Caulifla c'est un génie du combat. Elle a un potentiel en elle qui n'était pas exploité, parce que rappelez-vous, il y a encore quelques épisodes, elle ne savait même pas ce que c'était que le Super Saiyan. Donc aujourd'hui elle réveille en elle petit à petit ses capacités, mais elle a un don inné, et là on le voit clairement, elle arrive à faire évoluer le combat de telle manière qu'on a un Goku Super Saiyan 2 contre Caulifla Super Saiyan 2, un Goku qui se retient pas vraiment, donc ça prouve réellement que en l'espace d'un combat, elle est partie d'un jeu égal de Goku normal et Super Saiyan 2,
un jeu égal Super Saiyan 2, Super Saiyan 2. Donc elle a ce potentiel. Donc arrêtez de dire ouais mais c'est du cheat, etc. Elle est à part. Voilà, elle a un don, elle a un truc. Donc surtout, moi je comprends pas comment on peut accepter le fait que voilà, t'as des personnages comme Yamcha, Kuririn, même Kamesini qui sont des humains lambda, qui ont un potentiel largement plus développé que les autres humains. Et même à l'époque de Dragon Ball Goku, on savait pas que c'était un extraterrestre, c'est un Saiyan. Donc on pouvait se dire aussi, lui c'est un génie, mec et tout. Et c'est normal. Oob, c'est un humain, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Ok, c'est la résurrection, c'est la réincarnation de Majin Buu, mais c'est un humain normal. Le mec s'adapte contre Goku, qui est le plus fort de l'univers à la fin de Dragon Ball, je resitue quand même. S'adapte et il parvient à gagner des échelons au cours du combat. Oh, c'est normal, c'est normal. Mais Caulifla, c'est une Saiyan? Non, c'est pas normal, j'aime pas. Parce que, après, c'est de l'appréciation. Après, on a l'impression que c'est un peu chacun fait ses choix, et ses envies. Mais Maintenant, vos envies ne doivent absolument pas entraver sur la réalité scénaristique. Si vous n'avez pas envie de le voir, vous faites ce que vous voulez. Mais là, c'est un fait. Un fait, c'est un fait. Maintenant, si je te dis le rouge, c'est rouge, mais tu dis non, c'est vert, bah fais ce que tu veux. Parce que tu veux, le rouge, il est rouge. Donc tout ça pour dire que Fukushima, par rapport à cet épisode, on a l'impression qu'il s'est dépassé, mais je me demande justement si c'est pas finalement en rejoignant la ligne scénaristique de Toriyama. Parce que Fukushima, généralement, c'est des épisodes vraiment très fan-service. Et là, même si on a eu des rappels un peu de... Il y a tout le temps des clins d'œil, de toute façon, dans Dragon Ball Super, hein, c'est normal. Hein. Il faut aussi plaire à la génération que l'on est. Nous qui avons découvert quand on était petits, et maintenant plaire aussi aux jeunes qui découvrent Dragon Ball Super en tant que tel à la télé. Mais c'était un scénario, même s'il n'est pas super profond, vraiment très intéressant et très riche pour le personnage de Caulifla. Ouais. Et rien que pour ça, ça mérite une note convenable, on va dire. T'en as pensé quoi, toi, moi j'ai bien aimé, et juste pour terminer ton propos, ceux qui veulent cette nostalgie de l'ancienne génération, entre guillemets, vous avez eu du Super Saiyan 2, vous avez eu du Super Saiyan 3. On va en reparler. Voilà, donc vous avez eu quasiment que ça, à part la transfo à la fin de Case, pour ceux qui s'en foutent. C'est pas l'essentiel du combat, ce sera certainement dans le prochain épisode. Vous devez être satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait de ça, mais vous n'êtes pas satisfait quand vous avez du divin, ou vous n'êtes pas satisfait quand il y a du Kale Berserker, t'attends quoi? Surtout que c'était vraiment un épisode entier de combat, de fight. Ah oui. Et les dialogues, toutes les lignes de dialogue étaient intelligentes. C'était pour nous situer des trucs. Genre, Goku c'est sa façon de faire, c'est sa façon de combattre. Tu vois, quand Kulini précise ça. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Kame Sennin, pareil, les mêmes réflexions. Bon, Tenshinhan toujours pas développé, en même temps c'est Fukushima, il s'en bat les couilles de Tenshinhan, ça se saurait. Et puis même les répliques de Caulifla Kale, la relation, même avec Goku, tout était bien amené pour le développement des personnages. Tu mettrais combien? Je mettrais au scénario 14. Tu vois, je surnote un poil par rapport au fait que le développement de Caulifla était nickel. Pour moi, il était vraiment 100% réussi. Par rapport à un épisode normal, j'aurais mis 13,5. Parce que c'est un épisode, bon, c'est cool, mais c'est pas des révélations de ouf. Mais il y a Caulifla qui a un background de malade dans cet épisode. Carrément. Et moi, je mettrais 14,5 pour les mêmes raisons. Parce que même s'il n'y a pas une profondeur de ouf, on prépare un terrain énormément, on développe un background, un caractère, des échanges, des liens. C'était bien. Ouais. On va donc passer à l'animation. Ouais. Hyper hétérogène. Il y a quand même beaucoup de monde. Ouais. Mais ils ont réussi, malgré tout, en étant nombreux, à nous donner un spectacle assez linéaire. Ouais, alors Shimanuki et Ni à l'animation. Première partie de l'épisode, beaucoup animé par Ni. Ça se voit, c'est son trait, bon, on est habitué ou pas. Moi, c'est pas un trait que j'aime beaucoup, mais je l'ai trouvé vraiment très efficace sur cet épisode. C'est vraiment punchy. Deuxième partie de l'épisode, animé en grande partie par Shimanuki. Vraiment très bien, et j'adore comme il dessine les filles, hein, alors qu'on l'avait peu vu sur Kale et Caulifla dans les précédents épisodes, et là je trouve ça Kale notamment vraiment très réussi. Regardez là l'image qui vient, vous voyez, c'est quand même du Kale. Ouais. Voilà. Et ensuite on a d'autres animateurs qui interviennent dans cet épisode que j'adore. Alors je vais citer que ceux que j'adore, il y en a beaucoup, vous les voyez listés de toute manière juste là. Alors il y a Yokoyama qui anime ce Super Saiyan 2 là qui se rue juste avant l'eye catch, magnifique. Ça tue. Il y a Shigashide qui fait bon truc, il aime bien faire des rotations, il nous a donné vraiment du rythme dans le combat. Ça, il aime le faire, il nous a encore fait plaisir ici. Et la transformation Super Saiyan 3 de Yongsetu. Merci Yongsetu d'avoir respecté. Il a respecté le Super Saiyan 3. J'ai retrouvé en fait le Super Saiyan 3 comme il était à l'époque de DBZ, tu vois, stylé, imposant. Alors que dans Super, on l'avait vu souvent sous-évalué, même dans Battle of Gods, on l'avait dévalué. Il se faisait ruiner, quoi, il ressemblait plus à grand chose. Alors que là, il a repris de sa superbe, et en plus il est calqué sur le cara design qui avait été fait par Yamamoto. Donc tu pleures, voilà. Donc merci, on sait tout pour Yamamoto ce moment. de l'époque. De l'époque, pas de maintenant.
Et il respecte même les ombrages, Ouais. l'aura qui est censée être plus puissante et qui blanchit le teint, Ouais. donc beaucoup plus d'ombre. Avec des C'est ombres. respecté. Moi, quand je vois ça, je dis merci. Alors, il y avait beaucoup d'animateurs, donc les styles graphiques étaient certes hétérogènes tout au long de l'épisode, et beaucoup de répétitions de plans, mais qui venaient Ouais. d'autres épisodes. Bon, ça c'était le point noir, c'était juste ça. Sinon, l'animation punchy tout au long de l'épisode, quels que soient les animateurs, et ça j'ai adoré. Et on va reparler du storyboard juste après, mais vous allez voir, c'est très efficace. Niveau animation, tu mettrais quelle note ? Niveau animation, c'est pas le plus bel épisode, mais c'est loin d'être le pire. Le travail était difficile, il fallait tenir 20 minutes de combat. On parle C'est d'animation. 20 minutes de full fight. Ouais. Pour ça, je vais leur mettre 15 parce qu'il y a un Ouais. travail derrière à sortir. Ouais, je mettrais carrément 16, hein, parce que moi quand j'ai vu l'épisode, j'étais fou. J'ai vu l'épisode, j'ai fait putain, cet épisode il déchire. Niveau animation de A à Z, c'était de l'animation. C'était pas des dessins figés comme ça. Tu peux faire un beau dessin figé, c'est bien. Et T'as fait un dessin. Il y a des plans différents. Ouais, tu peux faire un beau dessin figé. Tu peux faire le mec comme ça, il est voilà, super bien représenté, c'est Goku, c'est Toriyama qui l'a dessiné si tu veux. Mais il bouge pas. Alors que là, c'est tout l'épisode super bien animé, même les animateurs qui sont pas les plus talentueux comme Kitano qui a Ouais, passé Kitano, un moment ouais. sur l'épisode, ça bouge de malade. Non, franchement, c'était Non, réussi, c'est bon, ça mérite c'est bon. 16. Donc on va passer directement à la réalisation. Ouais. On a eu un plutôt bon Ouais. storyboard hein, de manière générale. Alors pourtant il y avait 3 storyboarders sur l'épisode, on s'inquiétait parce que généralement Ouais. c'est pas bon signe. Mais là j'ai l'impression qu'ils sont bien répartis l'épisode en fonction en fonction des parties justement. Alors partie dialogue, partie combat avec justement des rotations, on va dire pas 3D mais dans l'espace, Ouais. et partie de combat figé, enfin figé non mais combat sur la même surface etc. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était On a plutôt eu pas mal. Yashima, Karasawa et Tanaka qui ont été Ouais. storyboarders sur cet épisode. Moi j'ai bien aimé parce qu'ils ont essayé de suivre aussi l'animation. Quand l'animation était vive au premier plan, on a derrière un storyboard qui décide que du coup le background Enfin, c'est- lui-même. Vu que le storyboard vient avant, c'est plutôt en Ouais, fonction du bon, storyboard. Mais en gros, dans l'idée, ça s'est bien complété pour donner cette sensation de vitesse. Ouais. Même les plans de Higashide qui donnent normalement quelque chose de très 3D et Spatial, rotatif. ouais. Et ben ça a été respecté Ça dégomme. dans les choix d'angle, etc. Donc franchement, ça dégomme. Moi, je trouve vraiment que la réalisation était bonne dans son ensemble. Voilà, elle est calquée sur l'animation. J'ai bien aimé. Bon, on tient à le féliciter d'ailleurs, hein, parce que Hiroshima, c'est pas un des réalisateurs qu'on préfère sur la Non. série. Ça n'en fait pas non plus un épisode extraordinaire en termes de réalisation, mais le storyboard était vraiment pas mal. Ouais. Donc rien que pour ça, ça mérite facilement 15. Ouais, bah, j'allais mettre 14,5, donc Ouais, 15. c'est très bien. Ouais. On va passer à la bande son. Ouais, la bande son, bah, j'ai bien aimé, hein, surtout les musiques avec Kale et Caulifla qui sont prêtes à se fighter contre Goku Super Saiyan 2. Là, ça tue. Voilà. Début d'épisode, musique de Dragon Ball Kai, Arc Majin Buu, et ouais, pas mal de bons thèmes. Et puis les Et seiyuu. Seiyu. Masako Nozawa, elle vient d'avoir 81 ans cette C'est un semaine. truc de fou. Je me disais pareil, quand elle gueule, elle se transforme, je fais putain, elle a 81 ans. Et tu te dis, mais on dirait qu'elle a toute sa jeunesse, c'est un Ouais, truc c'est de un fou. truc de C'est... Et même la CU de Caulifla aussi est vraiment magnifique. La CU Ouais. de Kel Yukana aussi Bah, est, Yukana, est de mieux en mieux. Ah ouais, elle m'a agréablement Ouais. surpris parce qu'il y a quelques épisodes, si vous vous rappelez, je disais, Ouais. Yukana, j'aimais bien, mais il y avait un petit truc. Là, je l'ai trouvé parfaite. Ouais. Elle se lâche et ça se sent. Ouais, une bonne bande son, 16. Ouais, 16. Ouais. Pareil, 16. Et on passe du coup à l'émotion intensité qu'on a ressentie durant cet épisode. C'est peut-être la note la plus élevée que je vais mettre parce que dans les comment dire ça, dans la construction de chaque catégorie, dans le travail et tout, c'était un bon épisode, vraiment bien bossé, etc. Mais c'était pas parfait, c'était pas non plus des trucs à s'emballer. Mais émotion intensité, j'ai vu cet épisode, j'ai fait putain, ça claque de A à Z, il y a des combats, les dialogues sont bien choisis. Je mettrais, allez, 17 pour l'émotion intensité. Moi sur cet épisode, j'étais vraiment en kiff sur l'épisode. Ouais. Bah moi c'est pareil, j'ai suivi l'action de Ouais. A à Z, t'es pris dedans, Mm. tu suis le combat, tu vois le potentiel de Caulifla Ouais. qui se libère et qui se développe et tu te dis mais en fait, elle a vraiment un potentiel de ouf, où va-t-elle aller? Ouais. Ça te prépare le background de Caulifla, le relationnel avec Kale, et effectivement ça rejoint ce qu'on disait au début d'épisode, on va faire une vidéo spéciale sur ce ressenti qu'on a eu de putain c'est peut-être ça l'avenir, Mm. et quand tu ressens tout ça, et que tu vois le fight qui est pas terminé, tu te dis oh là 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 là, ça mérite, moi pour moi, 16,5. Voilà. Allez, et voilà, du coup, la place de l'épisode dans le classement, bah c'est normal, hein, c'est plutôt une bonne position. Je pensais que cet épisode allait être plus haut que le précédent. On tu a eu vois. peur.
Mais on a eu peur, faut rappeler aussi au dernier épisode. On a eu peur avant, ouais. Avant, et on était très très agréablement surpris aussi, donc finalement... Bah dites-nous, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé justement dans les commentaires, on est curieux de vous lire. On a vu pas mal d'avis différents sur les réseaux sociaux, mais on veut voir vos avis maintenant dans les commentaires, et on se retrouve très vite sur DB Times. Vos vidéos sur John. Matane. Ciao.